Mon prochain invité, vous le reconnaissez, c'est notre député fédéral de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Bernard Généreux. Bon matin. Bon matin, monsieur. Vous êtes beaucoup plus en forme que la dernière fois. Oui. La dernière fois, vous arriviez d'Ottawa, de Montréal, vous aviez assisté à la conférence. Non, c'était le débat. C'était le débat. Avec Jean Charest. Tout à fait, oui. En fait, avec les candidats à la chefferie. Mais oui, tu avais raison, on n'avait pas dormi beaucoup cette nuit-là. Mais là, je reprends tranquillement, là, je dors un peu plus. La session parlementaire est terminée. Donc, on a eu... la session a fini le 23 juin à 5 h l'après-midi. Est-ce que c'est tard, Bernard? C'est tard. Habituellement, on finit un peu plus de bonne heure que ça. Puis là, les tractations avec les libéraux, ça a été compliqué parce qu'ils voulaient absolument faire passer le projet de loi 21 sur les armes à feu avant de partir. Loi sur laquelle on a voté contre. On avait proposé des amendements je pense, qui étaient très raisonnables, puis le gouvernement n'a rien voulu savoir. Ça fait que, en tout cas, c'est drôle parce que les libéraux, puis le NPD particulièrement, ont déchiré leur chemise quand, à l'époque, quand M. Harper était là, quand on faisait des bâillons comme ça pour faire avancer les débats. On donnait que quelques heures de débat, puis on passait en deuxième lecture, troisième lecture. Les libéraux ont fait ça tout le printemps au complet. Personne n'a jamais parlé. Puis les NPD collaborent avec les libéraux aujourd'hui. Ils ont vendu leur âme. C'est pas compliqué, là. C'est même plus un parti d'opposition. C'est rendu... en anglais, ils disent les slap dogs. C'est les petits chiens de compagnie que tu mets sur tes genoux puis que tu flattes demain, tu sais. Ça n'a pas de bon sens, là. Mais pour faire comprendre peut-être à la population comment ça se passe, là, est-ce que ça pourrait être renversé, cette alliance-là? Oui, absolument. Parce que, là, je regarde M. Trudeau qui est encore... écoute, on comprend, là, mais je voyais ce matin sur RD ou sur LCN, je ne me souviens pas, 350 millions qui est donné à l'Ukraine encore. Là, puis, en fait, l'argent, et je ne suis pas contre l'aide à l'Ukraine, loin de là, mais je regarde l'argent qui passe et qui se dépasse au gouvernement fédéral. En fait, des fois, c'est inquiétant de voir. Mais le gouvernement Trudeau est très chanceux actuellement parce que l'inflation est très élevée. D'ailleurs, elle n'a jamais été élevée depuis 40 ans, quand elle n'a pas été élevée autant. Donc, l'inflation fait en sorte que le prix des aliments, le prix de l'essence, le prix de tout ce qu'on consomme est augmenté. Donc, les taxes sont plus élevées sur un... Si au lieu de payer 100$, tu en payes 110$ pour la même affaire, bien, tu as une pièce et demie de plus de taxes qui rentrent au fédéral, tu comprends? Donc, inévitablement, ils ont plus de revenus. Ils ont surtout plus de revenus à cause du prix du pétrole. Donc, il y a de l'argent qui rentre à Ottawa comme ça se peut pas. Donc, puis au lieu d'essayer de diminuer dans les dépenses, pas de problème, les amis, let's go. Il envoie de l'argent partout. C'est ridicule, là, je veux dire. Puis il ne règle pas les problèmes, en plus. C'est ça que, quand on passe des passeports, les aéroports, etc. Justement, là, c'est là-dessus que je vais vous emmener. C'est épouvantable. Il y a tellement de dossiers importants là, que là, on pourrait faire, je pense, une émission de 2 heures. Puis, pas sûr c'est ce que j'ai demandé. On ne me l'a pas encore. Malheureusement, à 9h30, ça se termine. Mais rapidement, quand on regarde ce qui se passe, je voyais hier aux nouvelles, Montréal-Trudeau, là. Les passeports, l'immigration, je regarde tout ce qui se passe actuellement. M. Trudeau qui a été parti une dizaine de jours là, en Allemagne là, pour le G7. On va faire quoi? Est-ce que les partis conservateurs peuvent faire quoi? Intervenir? On est intervenu... On est intervenu tout le printemps. J'ai posé moi-même au moins 4-5 questions sur les passeports. Puis ce que je disais, j'ai dit, faites recommencer le monde à travailler en présentiel. Les passeports, c'est des papiers. Tu as besoin d'avoir des instruments informatiques pour être capable de gérer ça. Non, mais le problème, c'est que les employés, pour la grande majorité, sont encore dans leur maison, dans leur sous-sol, au lieu d'être dans leur bureau. C'est le problème à Ottawa. Puis à matin, pas plus tard qu'à matin, le gouvernement a formé un comité, là. Ils ont formé un gros comité avec 15 ministres. Imagine-toi, c'est le tiers de tout le Conseil des ministres au fédéral. 15 ministres, puis là, ils ont dit, ouais... On pense peut-être demander aux gens de revenir en présentiel. Hey, ça fait 5 mois qu'on le dit, là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, allumé, là, tout le monde est retourné à commencer à travailler, puis quand il y a quelqu'un qui pogne la COVID, reste chez eux 5 jours, tu ne laisses pas 100% des employés à la maison parce qu'il y en a un qui a pogné la COVID. C'est celui qui a pris la COVID qui s'en va chez eux. Tu comprends? C'est pas... Ils sont pas... je ne sais pas comment ils réfléchissent. Sincèrement, là, j'en ai aucune idée, mais le bordel dans les aéroports actuels, là, j'ai écouté un spécialiste hier qui est président de la chaire de recherche sur l'aviation à Montréal, j'oublie son nom, là.
Écoute, il disait, le gouvernement fédéral a laissé tomber littéralement l'industrie touristique puis aéroportuaire à travers le Québec, le Canada. Ils n'ont pas réinvesti, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Essentiellement, ce que le gouvernement a fait durant la COVID, c'est qu'ils ont donné de l'argent aux compagnies aériennes. Les compagnies aériennes sont virées de bord, puis ils ont mis à pied les gens qui n'avaient pas de besoin, ils les ont pas gardés. Là, mais sauf que depuis 6 mois, depuis 1 an, on savait bien qu'un jour, la COVID, ça allait terminer, là. Là, c'est le bordel. Donc, absolu. le problème, parce que. Là, ils n'ont pas géré ça. Ils ne savent pas comment gérer ça. Le problème, c'est que les employés ne sont pas au bureau. C'est ça, en grande partie. En grande partie. Je veux dire, comment veux-tu gérer des passeports quand c'est des papiers qu'il faut que tu mettes dans une imprimante puis qu'il faut que tu gères il faut que tu les vois, ces papiers-là. Écoute, mon bureau est submergé actuellement d'appels de gens qui vont partir en voyage dans 3 semaines, dans 2 semaines, dans 1 semaine. Donc, qu'est-ce que des fois, dans 24 heures. Pas faire grand-chose, vous non plus? Pas grave. On a une ligne parlementaire. Écoute, ils ont changé ça, la façon de procéder de 4-5 fois depuis 1 mois. Là, maintenant, ils nous appellent à tous les matins. Puis le premier matin, ça a mal commencé. Là, ils nous ont appelé, il était supposé être 8h30. Ils ont appelé, il était 10h30. Fait qu'on a perdu 2 heures dans notre journée. Là, ils nous appellent, puis on leur défile le nombre, les numéros, puis c'est pour ça qu'on dit aux gens, puis ça, c'est bien important que les gens comprennent ça. S'il y a des gens qui ont prévu faire des demandes de passeport ou qui ont fait des demandes de passeport depuis le printemps et qui prévoient voyager cet été ou cet automne, là, appelez nos bureaux. On va vous faire signer un formulaire comme de quoi on peut parler en votre nom, puis là, on va aller faire les recherches pour savoir où est-ce qu'il est rendu votre dossier. Parce que là, on en a réglé, là, des fois, à 48 heures, puis à 24 heures d'avis, là. Écoute, je ne sais pas si tu sais, mais c'est stressant, pas juste pour mon personnel, c'est stressant pour les personnes qui partent en voyage. Puis là, en plus, imagine-toi, il n'y a plus de bagagistes dans les aéroports. Les bagages ne suivent pas les avions, imagine-toi. Hey. My God, je ne sais pas. On est dans un pays du tiers-monde. Entre toi et moi, là, sérieusement, ça fait dur. Puis c'est qui la responsabilité de ça? C'est le fédéral. Le gouvernement Trudeau, il s'en fout. Puis là, il s'en fout, puis il ne veut pas faire rentrer. Écoute, quand je lisais l'article ce matin, je me disais, coudonc, c'est qui le boss dans cette patente-là? Là? Il dit, on va demander aux employés, la COVID est encore là. On dirait qu'ils sont encore au début de la COVID, les autres-là. Là. On est sur la fin de la COVID. Bon, oui, il y a une 7e vague en Europe qui commence. Il faut être prudent. Il faut aller chercher nos doses. Mais là, la COVID est là pour rester. Il ne faut pas penser que ça va disparaître. Ouais, d'ailleurs, il y a une augmentation de cas. Là, ben oui, à quelque part. Il faut faire la 7e vague en Europe. Faut être prudent, il va falloir s'habituer, Bernard, à vivre avec ça. Absolument, absolument. Puis, regarde, c'est drôle parce que avant, on avait l'influenza ou la grippe, puis on allait travailler pareil. Bien, la réflexion aujourd'hui que les gens ont, c'est que s'ils ont la grippe et l'influenza, ils restent à la maison. Ils la donnent pas aux autres au bureau, tu sais. Bien, c'est la même affaire avec la COVID. C'est inévitable que ça va arriver. Je reviens juste sur le bureau pour le passeport. Est-ce que vous pouvez aider les gens qui ont besoin? Parce que c'est temps d'en parler. Là. On fait ça depuis des mois et des mois déjà. Oui, mais c'est quoi? On communique avec votre bureau? Absolument. On appelle à mon bureau 248-1211 à Montmagny, au 868-1280 Rivière-du-Loup. On est capable, les gens n'ont juste qu'à nous appeler. On a une personne là, actuellement qui est dédiée, Annie Boutin, ici à Montmagny. Elle est en contact avec le bureau de façon quotidienne avec le bureau des passeports. En fait, c'est la personne, la fonctionnaire qui est en charge de notre bureau. Ils ont changé ça. Avant, tous les bureaux appelaient à la même place, puis tu pognais une ligne quand ça arrivait. On était capable d'avoir une ligne au bout d'une demi-heure. Là, on est capable... En descendant d'Ottawa, moi et Annie, l'autre jour, Annie est embarquée avec moi, elle était 5 heures au téléphone. Tout le long du voyage, elle était au téléphone en attente d'une ligne. Imagine-toi, on est le bureau du député. Imagine-toi, monsieur, madame, tout le monde. Non, c'est le bordel total. Mais là, on fait tout ce qu'on peut pour aider les gens. Puis d'ailleurs, les filles, de temps en temps, reçoivent des fleurs parce que les gens sont tellement contents, parce que autrement, il n'y aurait jamais eu de passeport. Là. On va faire baisser votre pression un peu. Oui. On va revenir au local. Oui. On ne s'est pas parlé, on ne s'est pas vu depuis que vous vous êtes fait couper les cheveux. Ça n'a pas paru beaucoup. Regardez ça, ça me fait bien. J'avais hâte. Je voyais la publicité qui passe pour la Fête du Canada. Et c'est avant, justement, que vous passiez au ciseau. Au ciseau. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. D'ailleurs, je remercie tous les partenaires. Jean-Philippe a fait un travail extraordinaire. Écoute, juste Jean-Philippe lui-même avec la gang là, chez Plancher Mercier, ils ont levé 35 000. On a réussi à aller chercher 82 000 $. Moi, j'ai atteint mon objectif à 15 000. L'objectif que moi, je m'étais fixé. Et puis, écoute, il y a eu un paquet de monde qui se sont fait couper les cheveux aussi. Il y avait des jeunes de J'imagine aussi, le club de gymnastique. Écoute, ça a été fantastique, une journée incroyable. Puis, c'est malheureux parce qu'il n'y a plus beaucoup cette journée-là. Oui, c'est bien malheureux. Bon, on était à l'intérieur au Café du Monde, mais ça a été
ça a été très agréable quand même. Là. Évidemment, on aurait voulu que ça se fasse dehors, puis que les gens passent, puis tout ça, mais bon, on était un peu serrés dans la salle, mais c'est pas grave. On s'est collés, puis la solidarité, c'est là qu'on la voyait aussi entre tout le monde. Là. Puis la beauté de la chose, c'est que ces campagnes-là, c'est des campagnes un peu en continu. Donc, on est rendu à 82 000. On s'était donné un objectif de 100 000. Donc, on a une autre activité le 6 juillet avec la Chambre de commerce. Ils ont accepté qu'on soit présent durant l'événement. Donc, Annie, puis peut-être d'autres mondes, là, on va être avec la Chambre de commerce. On va être là, on va vendre des choses, on va faire des jeux avec le monde. Là. On a des jeux de cartes, en tout cas, toutes sortes d'affaires, là, des petites surprises qui s'en viennent. Ça fait qu'on va, on va être là pour encourager les gens à faire des dons et à continuer à faire des dons par rapport à l'UQAM. OK. Félicitations. 82 000, c'est quand même digne de mention. On aurait voulu atteindre 100 000, mais je te dis, moi, ce que j'ai rencontré comme problématique un peu, écoute, l'inflation actuellement est à 7,7 %. Tout est dans tout, hein, puis le coût de l'essence est à 2,15 $, 2,20 $. Là. Tu sais, quand les gens ont de la difficulté à arriver à la fin du mois, aller leur demander un don, des fois, c'est comme... En fait, on l'a fait, là, mais on n'a pas eu de réponse positive tout le temps, tu sais. Puis c'est compréhensible. Il y a des gens qui sont obligés de faire des choix entre mettre de l'essence dans l'auto ou de mettre de la bouffe sur la table. C'est carrément... Oui, mais Bernard, 82 000, c'est quand même... Non, c'est beaucoup d'argent, c'est sûr et certain, mais moi, je vais atteindre mes objectifs. Considérant justement le contexte dont vous parlez, absolument, d'aller chercher 82 000, c'est digne de mention. Oui, absolument. Non, je pense que c'est pas mal dans la moyenne des années passées, là, de ce qui s'est ramassé dans la région. Là. Mais on est content. Là. Hier, c'est pour ça on devait vous recevoir hier, mais ça a été changé pour aujourd'hui parce que hier, vous annonciez, avec des gens d'affaires de la région, le rendez-vous 2022 de Montmagny, Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Le rendez-vous affaires 2022. Rendez-vous affaires, pardon. Oui, 2022. Oui. Pourquoi cette fin de semaine-là, vous n'aviez rien à votre agenda? Vous avez dit, Sinon, c'est parce qu'on est en semaine de relâche à Ottawa. Donc, inévitablement, je vais être dans le côté cette semaine-là. Qu'est-ce que c'est exactement que ce rendez-vous affaires? En fait, il faut que j'explique le contexte un peu. C'est que tu sais que j'ai fait des tournées dans le passé, là, dans les premières années 2015 jusqu'à 2019. J'ai fait des tournées d'entreprises manufacturières, touristiques, agricoles et compagnie. Puis, ce que je me suis rendu compte avec ces années-là, puis même encore aujourd'hui, quand je rencontre des gens, on se connaît peu. On se connaît peu sur un territoire qui est très, très grand, il faut le dire. Montmagny, Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup, et c'est sur deux entités, pas corporatives, mais deux entités provinciales, c'est-à-dire deux régions administratives provinciales, qui est Chaudière-Appalaches puis le Bas-Saint-Laurent. Sauf que la région de Montmagny, Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup, c'est très homogène en termes de développement économique. On se ressemble beaucoup, mais on se connaît peu. Alors, ce que j'ai voulu faire, c'est d'aller, à l'aide de partenaires, monter cet événement-là, engager une ressource pour s'occuper de l'événement, puis de faire venir, d'avoir un endroit où les gens peuvent exposer qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils vendent, qu'est-ce qu'ils produisent. C'est pas un salon de la sous-traitance, c'est pas un salon de l'emploi, c'est un salon de connexion, c'est-à-dire que de maillage. Ce que je veux, c'est que les grandes entreprises, parce qu'il y en a de plus en plus des entreprises de moyenne et de grande taille dans le comté, c'est que ces gens-là puissent faire sortir leurs employés des achats, des finances, des ressources humaines, puis qu'ils aillent rencontrer des fournisseurs potentiels, parce que sur un territoire comme le nôtre, ce qu'on veut garder des emplois, c'est que, au lieu parce que je sais qu'il y a des entreprises qui ont décidé de mettre fin à des contrats, de refuser des contrats, de les faire partiellement parce qu'il n'y avait pas assez de main-d'œuvre, bien, des fois, d'aller faire des choses en sous-traitance par des organismes ou des entreprises qui sont présentes sur le milieu puis que les gens ne connaissent pas. Puis je voyais, vois-tu, le meilleur exemple de ça, c'est Formaca. Formaca a doublé de chiffre d'affaires depuis 1 an. Oui. Alors, il y a une demande pour de la sous-traitance. Alors, moi, c'est beaucoup axé sur le manufacturier, mais des entreprises de services. Puis c'est la même chose avec tous les organismes de développement économique sur le territoire, les municipalités, les MRC. Les MRC particulièrement, ils ont des services à l'immigration, ils ont des services au niveau des finances, de l'aide au développement économique. Des fois, les gens m'appellent, moi, dans mon bureau, me disent à quelle place je peux trouver de l'argent, à quelle place je peux avoir telle somme. Je pense qu'on a besoin de se faire connaître puis faire connaître nos services. Malgré que tout le monde fait des très bons travaux. Mais c'est un salon? Ça va être un salon où il va y avoir, on espère... Au Centre Bombardier, au Centre Bombardier à la Pocatière, il va y avoir à peu près 80 exposants, donc du monde financier, du monde des entreprises et bien sûr des sous-traitants, etc., puis des grandes entreprises au travers de ça aussi. Puis il va y avoir 4 repas. Le jeudi, un dîner, le jeudi, un souper, le vendredi matin, un déjeuner, puis un dîner le vendredi midi. Ces 4 repas-là vont être accompagnés
d'allocuteurs, de gens qui vont venir nous faire des conférences sur l'économie en général, sur le développement économique, etc., etc. Ça va être vraiment, là, moi, je fais sortir les grandes têtes de toutes ces organisations-là, mais à Montréal, pour les amener à la Pocatière. Déjà, je ne donnerai pas de nom aujourd'hui parce qu'on veut présenter un horaire assez complet quand on va le faire, mais c'est des dirigeants de grandes organisations comme la BDC, la Caisse de dépôt, Investissement Québec et compagnie. On veut vraiment. Puis là, on va être à 10 jours après une élection provinciale, donc on va inviter le premier ministre qui sera élu, évidemment, parce qu'on va y avoir l'invitation, puis les députés qui vont être régionaux. Le Conseil des ministres au Québec ne sera probablement pas formé, mais on va inviter les ministres, les députés régionaux à venir, bien sûr, nous accompagner puis venir avec nous autres. Est-ce que c'est ouvert au public? Ça va être ouvert au public, absolument. Puis ça va aussi être ouvert aux écoles. On va vouloir que les jeunes, parce qu'on veut donner l'esprit d'entrepreneurship. Moi, quand je vois des jeunes, il y en a des jeunes qui sont déjà entrepreneurs à 18, 19, 20 ans. Il faut que les jeunes comprennent que c'est une voie d'avenir potentielle aussi, l'entrepreneurship. Donc, de venir voir qu'est-ce qui se fait sur le territoire. Ils vont voir un paquet d'affaires qu'ils ne connaissent même pas, là. Écoute, moi, j'en découvre encore à tous les jours quand je fais des... Je m'envoie à Saint-Pamphile tantôt rencontrer une entreprise que je ne connais même pas. C'est pour te dire, là, il y en a des entreprises sur le territoire qui ont besoin de se faire connaître ou de se faire mettre en valeur. Les 3 chambres de commerce qui ont décidé d'embarquer avec moi, donc Montmagny, Rivière-du-Loup, Kamouraska-Lillet. Donc, administrativement, ça va être Kamouraska-Lillet qui va gérer toute la patente, là. Mais... Puis les 4 partenaires, dans le territoire, je me suis associé avec des partenaires comme Maison La Prise, Rousseau Métal, Alstom à la Pocatière, puis Premier Tech à Rivière-du-Loup. C'est les 4 partenaires majeurs. Avec moi, on finance l'événement à 5, là. Les 4 partenaires, puis moi, on finance l'événement. Tout ce qui va venir par-dessus, ça va être du gravy, comme on dit, là. Ça va être du profit éventuel, parce qu'on va vendre les repas, on va faire des profits sur les repas, les commandites qu'on va aller chercher, etc. Ça va être redivisé avec les chambres de commerce par la suite. Donc, tu sais, on en fait un événement social en même temps. Parce que, écoute, ça fait 2 ans et demi que la pandémie est là. Ça fait 2 ans et demi qu'on ne s'est pas vu. Puis je pense qu'au niveau des affaires, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Ça évolue très rapidement. Et les programmes gouvernementaux évoluent aussi très rapidement. Et ça essaie de s'adapter, justement, avec le manque de main-d'œuvre. Puis je pense que, juste sur cette raison-là, ou cette question-là, au niveau du manque de main-d'œuvre, moi, je vais essayer de réunir, lors d'un des repas, les 100 plus grandes entreprises du comté, là. Donc, les dirigeants, j'entends, pour avoir des conférenciers qui vont aller leur parler par rapport à ça. Il ne faut pas s'arraquérir entre nous, hein. C'est ça qui est bien important. Puis d'ailleurs, on va demander la collaboration des médias, dont le tien, et bien sûr, pour être présent sur place, puis faire des reportages, etc. Mais on va aussi demander, puis les médias de la région, mais on va aussi demander aux médias nationaux que sont la presse puis Radio-Canada d'être présents, puis de faire des émissions spéciales si c'est possible. Donc, on veut aussi avoir un rayonnement national avec cet événement-là. On va avoir des invités de marque, je peux te le dire, là. Est-ce que c'est un événement que vous voulez récurrent ou c'est juste, non, c'est juste vraiment, là... Moi, c'est un one-shot. En fait, c'est comme si, au lieu de faire une tournée, je dis au monde, non, me voir à la place. Ça ressemble un peu à ça. Au lieu que moi, j'aille vers les gens, j'aime autant que tout le monde vienne en même temps, tu sais, à la même place. Et je pense que ça va... Déjà, là, ça regarde très, très bien. Il y a déjà du monde qui commence à appeler pour... écoute, le téléphone s'est mis à sonner un matin, là, ça n'a pas été long, là. Donc, il y a 80 places à peu près maximum, là, pour les exposants. Pour les exposants. C'est ça. Pour les exposants, puis le premier arrivé... Mais ça, ce sont les entreprises? Ce sont les entreprises qui sont suivre, oui, en fait, c'est que... Imagine-toi que tu as un salon... Le but est vraiment de ça, c'est l'objectif. Le but, c'est de mailler les grandes entreprises qui sont des donneurs d'ordre et qui prennent des gros contrats pour aller trouver des partenaires régionaux. Le problème qu'on vit, puis j'ai parlé à des grandes entreprises, j'ai parlé à des PME, ils disent la même chose, mais ils ne se parlent pas entre eux autres. Tu sais, la connexion d'affaires n'est pas naturelle. Puis souvent, ils vont en faire affaire avec des entreprises à l'extérieur de la région quand ils ont à côté de chez eux des entreprises qui pourraient faire la job pour faire de la sous-traitance. Ils s'en font déjà de la sous-traitance, là. Je sais que des entreprises de Rivière-du-Loup font affaire avec l'usinage Lillette, avec Premier Tech, par entre autres, font affaire avec l'usinage Lillette, font affaire avec d'autres. Mais il y en a encore plus. Alors, s'ils sont capables d'en faire là, ils sont capables d'en faire ailleurs aussi, tu comprends? Donc, l'idée, c'est de garder les emplois régionalement le plus possible, puis enrichir la population. Là, les salaires ont augmenté dans plusieurs entreprises. Là. Je regarde ces Poitras à Lillette, là, les salaires de 23, 24, 25 piastres à l'heure. Là, puis en plus, hier, on a fait la conférence de presse. Ensuite, on a fait une rencontre avec l'ensemble des intervenants économiques de la région. Puis il y avait le CFP ici de
de Montmagny, M. Robichaud, j'oublie son nom, en tout cas. Il me disait, Bernard, il dit, s'en vient un programme de formation. Les élèves vont être à la fois dans l'entreprise, à la fois à l'école. Ils vont être payés 25$ de l'heure dans le programme. Je pense que ça va être important que les entreprises le sachent. Parce que les maisons d'enseignement vont être aussi, là, ils vont être aussi invités à être présentes là, lors du salon. Parce que les entreprises aussi, il faut qu'ils parlent faut que ces maisons d'enseignement-là parlent aux entreprises aussi. Donc, on va inviter toutes les entreprises, tous les entrepreneurs. Ça va vraiment être un salon d'entrepreneurs, mais ça va être ouvert à monsieur, madame, tout le monde. OK. Alors, c'est les 13 et 14 octobre? 13 et 14 octobre, mettez ça dans vos calendriers, puis dans le tien aussi, parce qu'on va vouloir que tu sois sur place. Le temps passe vite. Vous êtes intervenu en Chambre parce que c'était, vous l'avez dit tout à l'heure, la fin de la session parlementaire, là, le 23 juin dernier. On a parlé des passeports, bien sûr, mais vous avez parlé de la crise du logement. Oui. Est-ce que, parce que vous êtes député fédéral, donc vous parlez pour le Canada, mais localement, est-ce que vous sentez que cette crise du logement nous affecte aussi localement? Absolument, absolument. Puis je vais te donner le meilleur exemple. J'ai rencontré les gens d'Alstom, justement, en fonction du projet du 13-14 octobre, là, du rendez-vous à faire. Puis ils m'ont dit, Bernard, on a engagé quelqu'un récemment, il n'est pas resté, il n'a pas trouvé de logement. Il s'est retourné à Montréal. Alors, même à la Pocatière, actuellement, il n'y a plus de logement disponible, à part que de prendre une chambre au cégep. On s'entend que quand quelqu'un est ingénieur, puis il est capable de se payer une maison, là, puis qu'il est obligé de rester dans une chambre au cégep, parce que le parc mobilier à vendre n'est pas très élevé non plus, là. Donc, il y a un problème de logement, puis moi, j'ai soumis des idées à la Ville puis au développement économique de la Pocatière. Ils ont rencontré des gens d'affaires à la Pocatière, puis là, ils sont en train de travailler sur un projet. Parce qu'on parle de densification aussi. Tu sais, je veux dire, c'est tout. Pourquoi faire des terrains? Je comprends que les gens aiment bien ça, avoir des terrains de 5 puis 10 000 pieds carrés, là. Mais quand sur le même 5-10 000 pieds carrés, tu es capable d'en mettre 4 maisons, là, ça fait une différence, là. Donc, il y a toutes sortes de possibilités. Puis, il y a la rétention des employés. La crise du logement, là, elle n'est pas juste ici, là, elle est partout. Puis le gouvernement fédéral a mis des sommes d'argent qui sont disponibles pour faire des logements à la fois sociaux, mais aussi des logements tout court. Il faut qu'ils se construisent 1,5 million de logements au Canada dans les prochaines années, là, rapidement. Mais sur la Côte-du-Sud, pas tant que ça, là. Bien là, c'est parce qu'en même temps, il faut... puis les villes, eux autres, ils en veulent des logements aussi sur leur territoire, là. Mais tu sais, ça prend des plans d'aménagement des MRC qui font en sorte que ça permet d'être capable de mettre ces logements-là, de faire des nouvelles rues. C'est où j'ai vu... c'est à Montmagny. Montmagny, un matin, j'ai vu qu'il allait avoir un nouveau développement, là. Oui. Alors, tu sais, la densification dans ces nouveaux développements-là, ça peut être une solution aussi, là. Tu sais, de faire des maisons arrangées, par exemple, tu sais, au lieu d'avoir des maisons qui ont 5 puis 10 pieds, pas 10 000, mais 10 000 pieds carrés, là. Tu sais, oui, on veut de l'espace, mais ça, tu vas en campagne si tu veux de l'espace. Quand tu es en ville, moi, je pense qu'il devrait y avoir un peu plus de densification. Je ne peux pas vous inviter sans vous parler du dossier. Bien oui, il reste 4 minutes, là. Vous avez été maire à la Pocatière. Oui. Vous êtes député depuis plusieurs années. 8 ans. OK. Je ne me souviens pas de l'année, là, mais... Presque 8 ans. 8 ans ou autour de ça, là. Le projet qui nous a passé sous le nez, qui s'en va à Rimouski, de médecine vétérinaire, bon, on sait que là, les gens de la Pocatière, il y a même M. Simard, qui était le maire de Saint-Roch-des-Aunais, qui était en entrevue avec nous la semaine dernière. On voit ça passer et quitter vers Rimouski. Pas c'est quoi? Bon, je sais que c'est provincial, mais j'aimerais vous entendre comme ex-maire aussi de la Pocatière, mais comme député fédéral, parce que c'est quand même un beau projet qui nous passe sous le nez. On est quand même à la Pocatière bien équipé pour... on aurait dû, puis le maire de la Pocatière a fait une intervention la semaine dernière en disant que on n'était même pas... La Pocatière n'a même pas été retenue. Ben, on va faire un petit peu d'histoire. Oui, vous avez 3 minutes. Je te dirais que tout le monde a raison. Le maire de Saint-Roch, le maire de la Pocatière, Marie-Ève, tout le monde a raison. Tout le monde a raison dans la mesure où j'ai écouté les entrevues que tu as faites avec Marie-Ève, j'ai entendu le maire de la Pocatière, j'ai entendu le maire de Saint-Roch. Tout le monde a raison dans la mesure où moi, j'étais maire de la Pocatière. Le seul moment dans les 60 dernières années, parce qu'on a déjà eu une faculté universitaire à la Pocatière, c'était la faculté de l'agriculture, en 1960, l'année de ma naissance, 62. Elle est partie pour retourner à Laval, à Québec. Il y avait 200 agronomes à la Pocatière à cette époque-là, dont mon père. Il faisait de la recherche et du développement. En 62, c'est parti à Québec. Depuis 62, le ville de la Pocatière, là, à part le passage où moi j'ai été là, avec Michael Schmutt puis François Gendron, il n'y a personne que je vais à la main pour dire « Hey, ce serait le fun qu'on ait une faculté universitaire à la Pocatière. » On a eu cette idée-là, mais jamais allé plus loin que juste de l'évoquer. On n'a jamais mis la Corporation de développement économique
à travailler sur cet événement-là. On n'a pas levé la main. On n'a pas dit, hey, nous autres, on est prêts à recevoir ça. Dans les 50, 60 dernières années, l'apocatière ne s'est jamais repositionné en fonction de faire de la représentation à la fois au fédéral ou au provincial pour dire on veut avoir une cité universitaire ou un... Donc, Marie-Ève a raison quand elle dit que l'apocatière, oui, vous avez l'ITA, etc., mais c'est quand vous avez demandé d'avoir l'université, vous autres, là. C'est vrai que quand elle dit que ça n'a jamais été demandé. Bien, pas qu'on prenait ça pour acquis, c'est que l'idée, c'est que, puis en même temps, l'apocatière, ils ont raison de dire, Marie-Ève, peut-être que on aurait dû travailler de façon collaborative quand ça a été évoqué qu'on allait faire éventuellement un autre. Mais tu sais, il y a une question politique là-dedans. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Là. Je veux dire que le gouvernement de la CAQ a décidé qu'il voulait aller chercher Rimouski, puis ils ont mis de l'argent à Rimouski dans un projet comme celui-là. Mais moi, ce que j'ai dit à tout le monde, parce qu'on m'a tout parlé, là, ce que j'ai dit à tout le monde, c'est que, OK, soignons-nous ensemble, travaillons de façon collaborative pour amener la 4e, la 5e année à l'apocatière. On est capable de faire ça, si on s'entend. On a effectivement tout ce qu'il faut à l'apocatière pour faire ça. Et ce qu'on entend, c'est plus probable. Sans aucun doute. Si je me fie aux entrevues que j'ai réalisées... Mais traçons une ligne dans le sable, là, puis disons, bien, si on veut avoir une université ou un carrefour, un campus universitaire, commençons maintenant à travailler pour les 5-10 prochaines années, parce qu'il y en aura d'autres universités, là. Puis on peut faire ce travail-là avec eux autres aussi. C'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny, Lilley, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Demain, on reçoit le maire de Saint-Damien-de-Barclin, qui ont une très bonne idée au niveau de la création d'emplois. Donc, ils viennent nous en parler avec un spécialiste. Je vais l'écouter. Alors, on a besoin de toutes les idées. On est rendu, on emmène large. C'est bien ça. On a besoin de toutes les idées. Voilà, ça complète.